La problématique du développement, le développement du Bénin, ce sera le fil d'Ariane de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est qu'en 7 ans après son accession à la souveraineté nationale et internationale, le Bénin cherche toujours et presque désespérément ses marques pour s'inscrire en tête de peloton des pays les plus en vue économiquement sur le continent noir, ou tout au moins au niveau de l'Afrique francophone. Riche de ses hommes, très fertile dans l'ensemble de ses différentes saisons, mais aussi des hommes, il attend toujours, tel une jeune épouse, le déclic pour être le Singapour du continent noir. D'un régime à l'autre, les promesses se succèdent, les slogans avec. La croissance à 2 chiffres, le mieux-être collectif agité peine généralement à dépasser l'étape de vœux. Un cycle infernal, objet depuis peu de moult réflexions. Que faire et comment s'y prendre pour un réel développement socio-économique du pays? La parade en croit certains Béninois, en l'occurrence ceux de la diaspora réunis au sein de l'UED, l'Université d'été du développement, reste la promotion de l'excellence. Banal, ritoque, c'est une langue avec à la clé une série d'interrogations. Pourquoi la promotion de l'excellence? Pourquoi cet appel maintenant? Le Bénin n'en fait-il pas suffisamment déjà? En quoi peut-elle réellement, la dite promotion, impacter le développement socio-économique du pays? 2 personnes ressources, tous membres de l'UED, pour nous édifier. Ce sera autour du thème généralisation de la promotion de l'excellence au Bénin. Quelle plus-value au développement socio-économique du pays? À ma droite, il a non, on ne le présente pas suffisamment, Guy Koudia, membre de l'UED. Il a bien voulu nous accompagner durant cette émission. Guy Koudia, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Merci pour la disponibilité. Merci à nous qui vous remercions. Alors, pour nous accompagner durant ce débat, vous aurez en face de vous quelqu'un que je n'ai pas à vous présenter, mais l'émission oblige, je vous le présente. Pierre Dandino, il intervient sur ce plateau donc en sa qualité de président de l'UED. Pierre Dandino, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le séjour, ça se passe aussi bien? Ça se passe très bien. Si je puis me permettre, l'UED, ce n'est pas seulement la diaspora, en fait. C'est un grand ensemble, oui. C'est un creuset de Béninois, de la diaspora aussi de l'intérieur. Voilà. La diaspora entend apporter pleinement sa partition désormais, dites-vous, c'est bien ça? Exact. Oui, mesdames, messieurs, les questions de développement ne coupent pas les rues. Il faut pourtant en parler pour pouvoir régler les problèmes là où ils se posent. Et le développement socio-économique du Bénin, la diaspora béninoise, en dehors de ce que les Béninois de l'interne font déjà, continue d'en faire une de ses batailles. Des transferts de ressources financières assurées en permanence, elle pense qu'il faudra désormais plus pour atteindre le but ultime. L'appel désormais est à la promotion de l'excellence. Bon nombre de citoyens observent cet appel et vers lui. Je me retourne alors vers le président Pierre Dandino. Pierre Dandino, à quoi retourne alors cet appel express à la promotion de l'excellence? Je vous remercie beaucoup. Je crois que l'appel à l'excellence, si vous voulez, est une conviction du forum que j'anime, en ce sens que nous disons que seul, on va vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. on va plus loin. L'idée ici étant que un individu, justement, qui est excellent, doit pouvoir, justement, rayonner aussi bien pour lui-même que pour, n'est-ce pas, la société. Deuxièmement, nous observons, nous autres qui voyageons, qui bougeons, qui travaillons ailleurs, qui venons de temps en temps au Bénin, que l'excellence, que la méritocratie n'y est pas vraiment. On se plaint de beaucoup de choses, que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais le Bénin n'a pas souvent été comme ça. Et donc, comment faire pour que peut-être on reconnaisse davantage l'excellence, le mérite, et puis quel mécanisme mettre en place justement pour que ceci réjaillisse sur toute notre société. C'est un peu ça. La problématique que nous voulions justement discuter, c'était celle-là. C'est-à-dire, comment aller de l'excellence individuelle à l'excellence collective. Comment aller de l'excellence individuelle à l'excellence collective? Guy Koudia, cette question, beaucoup de Béninois se l'ont posée plus d'une fois. Aujourd'hui, vous posez cette question, mais avec une certaine détermination qui amène les Béninois à se demander qu'est-ce que cette classe d'intellects, de personnes avisées,
veut vraiment apporter de plus à ce qui se fait vraiment déjà? Bien, merci. Il faut dire que, en complément de ce que dit le président de l'UED, c'est un forum de personnalités de l'intérieur et de l'extérieur qui ont décidé de prendre un peu de leur temps tous les mois d'août de chaque année, depuis 2005, pour réfléchir sur des problématiques liées au développement du pays. Et nous avons eu, donc, depuis 2005, nous en sommes à la 13e édition. Nous travaillons en vase clos, c'est vrai, mais nous associons des personnalités, des personnes ressources du pays pour participer à cette réflexion que nous soumettons à la fin de nos travaux à acquis de droit pour l'usage approprié à en faire. Nous avons pensé cette année qu'il fallait insister sur la problématique de l'excellence. Comment concevoir l'excellence? Qu'entendons-nous par l'excellence? Pourquoi l'excellence? La plupart des problèmes de développement posés à notre pays aujourd'hui sont fondés sur le fait que nous n'avons pas assez intégré, aussi bien individuellement que collectivement, la méritocratie, la nécessité de bien faire et de toujours mieux faire pour atteindre un niveau de performance individuelle, puis, par ricochet, collectif, pour impulser le développement du pays. Et nous nous sommes dit, mais dans ce cas, il faudrait réfléchir aux mécanismes à mettre en place, aux suggestions à faire, aux dirigeants, mais surtout aux Béninois, dans leur ensemble. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque nous avons des idées à faire passer, nous avons tous, peut-être, c'est peut-être une paresse intellectuelle, à penser que les décisions, l'impulsion doit venir de l'extérieur, de nous-mêmes. Alors que, si vous regardez bien les problématiques qui sont liées au développement, elles sont pour la plupart, elles relèvent pour la plupart des individus que nous sommes. Mais malheureusement, nous attendons toujours que cela vienne ou des dirigeants, ou pire, de l'extérieur. Pierre Dandino, cet appel intervient pratiquement au même moment que l'initiative présidentielle de la promotion de l'excellence, un hasard de calendrier ou une concertation et du creuset et du planning de l'équipe gouvernementale. Non, en fait, nous dirions que ça a été juste une simple coïncidence. Parce qu'en fait, notre plateforme discutait déjà de cette thématique-là depuis 3 mois environ, où nous avions essayé, parce que nous continuons à travailler en fait en ligne, où que nous soyons. Et donc, nous avions déjà décidé de traiter de ce thème-là, et des amis avaient déjà préparé beaucoup de communication. Et donc, nous, lorsque le président a annoncé cette initiative, bien, bon, on était tout à fait heureux aussi, parce que c'est très bien, ça veut dire que nous étions aussi dans le bon sens. Alors, peut-être que ce qui est important ici, dans ce que nous faisons, c'est peut-être la nécessité d'une analyse critique des mécanismes de promotion de l'excellence. Comment les observer? Voilà, ça dit, quand on parle d'excellence aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Dans ce pays, vous-même, vous avez certainement été témoin de ça. Vous avez été peut-être parmi les meilleurs élèves. Vous avez été donc reçu par les autorités. Vous avez des prix, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons fait le lycée Béhanzin, par exemple. Nous avions des prix d'excellence. C'est ce que vous voulez promouvoir. Mais actuellement, c'est urbaine. Pas exactement. Pas exactement. Pas exactement. Et quelle sera la touche? En fait, l'analyse que nous avons faite est très simple. Les élèves qui étaient les premiers à gauche à droite, ils sont devenus quoi aujourd'hui au Bénin? Ceux qui ont eu des prix d'excellence, qui sont allés à l'extérieur, comment est-ce qu'on les a suivis aujourd'hui? Moi, j'en connais qui traînent dans Paris, qui travaillent aujourd'hui et qui ne viennent pratiquement plus au pays. Donc, on se rend compte aujourd'hui que les prix d'excellence, c'est très bien, les bourses d'excellence, c'est très bien, mais finalement, nous avons préparé des cadres pour d'autres rivages. Et donc, comment faire en sorte que cela ne soit plus ainsi? Et puis, après tout, si on s'en tient qu'à cet exemple-là, combien de gens ont promu? Par exemple, cette année-ci, j'ai compris que le ministère de l'enseignement supérieur a promu ceux qui ont eu la mention très bien au bac, 80 à 100 personnes à peu près.
Ce dont nous parlons, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, les diplômes. Ce dont nous parlons, c'est l'excellence dans tous les domaines. Au niveau des ouvriers, au niveau de tout ce qui, justement, transforme ce pays et qui ont le savoir et le savoir-faire. Donc, la grande question, c'est comment on met le savoir et le savoir-faire ensemble pour, justement, pour que ce pays en profite. C'est un peu la problématique que nous discutons. Et c'est de ça qu'il s'est agi lors de notre... Donc, valoriser au-delà des savoirs livresques. Exact. Exact. Alors, vous connaissez quelques exemples, que ce soit au Japon. Au Japon, ils ont parlé de patrimoine humain, par exemple, où un individu, compte tenu de son savoir et savoir-faire, est déclaré patrimoine humain. Et donc, les autorités, ils sont respectés. Et c'est des gens, justement, qui sont à l'écoute d'autres personnes et qui font, justement, rayonner cette sorte d'aura, cette sorte d'excellence qu'ils ont eue. Et puis, vous connaissez certainement au niveau le cas français, qui est tout à fait intéressant. C'est l'association des compagnons, le compagnonnage. Et compagnonnage, justement, c'est pas n'importe qui est compagnon. Mais pourtant, c'est des gens dont l'expertise est avérée dans beaucoup de domaines. C'est des bouchers, n'est-ce pas? C'est des boulangers, c'est des électriciens. C'est vraiment les trucs très importants pour la société. Ce n'est pas seulement les diplômes. Mais on sait que ces gens-là, ils ont une excellence. Je voudrais vous poser une question, mais je retourne d'abord vers Kiko Dia. Ce que vous dites est intéressant puisque vous êtes en parfaite harmonie. Mais est-ce que vous ne sautez pas un peu de coq à l'âne? Si on s'en tient à l'idée qu'évoque le président de l'UED, qui est vraiment originale, mais on se rend compte que c'est un peu en déphasage avec les réalités de l'enseignement au Bénin. Je prends l'exemple d'une classe où on a des élèves qui brillent très bien dans les matières. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément excellents dans ces matières, mais dans les travaux pratiques, ce sont des élèves qui brillent très bien. Mais faute d'avoir de moyens, ce sont des enfants qui trop tôt finissent par quitter les bancs. L'enseignement béninois n'a pas actuellement de mécanisme pour récupérer cela, mais qui pourraient être des talents de demain. Vous faites déjà un travail dans ce sens où vous comptez faire avec l'existant et ensuite voir comment rebeloter. C'est très important ce que vous dites. C'est d'une réflexion d'ensemble qu'il s'agit. Les propositions que nous faisons n'excluent personne, au contraire, elles sont très inclusives. Il vient de donner l'exemple des artisans. Mais le formatage que nous avons eu depuis la période coloniale et qui se poursuit aujourd'hui nous conduit à rechercher, coûte que coûte, le mythe du diplôme. Plus on est diplômé, plus on est considéré dans la société, mieux on est vu, plus on est valorisé. D'autres ont compris avant nous, et bien longtemps avant nous, que le diplôme, c'était pas tout. J'ai vu récemment dans un journal une caricature où on demandait, dans un pays donné, on demande à un jeune qui cherche un emploi, quel diplôme avez-vous? Et l'image suivante, on dit, que savez-vous faire? Et la troisième image, vous devinez dans quel pays au pluriel on peut trouver ce cas, qui vous a envoyé? Alors, cela pose des problèmes. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, nous voulons que tous, aussi bien les diplômés que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des diplômes, de grands diplômes universitaires, soient utiles là où ils sont. Sois le meilleur, quoi que tu sois. C'est ce que nous essayons de promouvoir en disant que on peut être excellent à tous les niveaux. Le cultivateur, le tisserand, le menuisier. Je vous surprends pas lorsque je vous dis que lorsque votre voiture est en panne ici, vous demandez à un parent ou à un ami, est-ce que tu connais un bon mécanicien? Lorsque vous avez un problème d'électricité à la maison, vous dites, est-ce que tu connais un bon électricien? Pourquoi vous ajoutez bon? Parce que nous sommes dans un environnement où la médiocrité s'érige en système. Et que chaque fois, on veut savoir pourquoi on cherche un bon mécanicien. On cherche un bon mécanicien parce que la plupart d'entre eux, je ne dis pas ça pour les mécaniciens, mais pour tout le monde, n'agissent pas selon les critères que nous attendons, les qualifications ou les qualités que nous attendons de quelqu'un qui est dans ce corps de métier. Et donc, nous disons, si nous recherchons l'excellence, il faut que tout le monde soit excellent
pour que l'ambiance d'excellence impulse le développement. L'ambiance d'excellence pour impulser le développement. Vous ici a évoqué un peu l'état des lieux qui vous laisse de marbre. Comment comptez-vous désormais apporter votre touche pour changer et inverser la donne? Merci bien. Vous voyez, vous avez dit d'entrée que les gens étaient perplexes par rapport à cette thématique-là. Oui. Nous avions invité quelques jeunes aussi à cette réunion, ce forum de l'UED, des jeunes qui ont fait de petites enquêtes dans la rue, sur les réseaux sociaux. Et auprès des jeunes, effectivement, ce thème ne leur disait pas grand-chose. En fait, ils se disent, bon, au-delà des injonctions des parents de faire telles études, d'essayer dans tel domaine, bon, il n'y a rien d'autre, ça ne leur disait pas grand-chose. Mais ce qui a été intéressant au cours de cette réunion, c'est que ces mêmes jeunes ont démontré qu'ils réussissaient dans des domaines qu'eux-mêmes avaient choisis. Et qu'ils étaient vraiment ils étaient excellents là-dedans. Et tout le monde a été impressionné. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il ne s'agit pas en fait d'être désolé pour notre société. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'excellentes personnes dans notre société. La grande question peut-être qu'il nous faut nous poser, et je vous ai parlé, en ce qui nous concerne, c'est un regard critique sur la promotion de l'excellence. La grande question, c'est l'excellence pourquoi? L'homo sapiens que nous sommes n'est pas un individu isolé. Nous sommes liés à la société, justement. Et donc, la question pour nous, et pour nous autres Béninois aujourd'hui, est très simple. En fait, nous parlons de développement. De quel développement parlons-nous au Bénin? Et ce développement est basé sur quels critères? Et est-ce que nous partageons tous ces critères-là? Voyez? Et qu'est-ce que nous avons fait pour que tout le monde, du nord au sud, comprenne ces critères-là? Je crois qu'il y a un problème d'entendement. C'est-à-dire que c'est quoi le développement? Est-ce que nous continuons à imiter? Est-ce que c'est ce que l'on nous a laissé, qu'on continue de bâtir? En tout cas, vous, dans vos démarches, on sent que vous voulez rompre avec les anciennes pratiques. Rompre avec les anciennes pratiques suppose quand même baliser le terrain pour. Et c'est en cela que je demande. Exact. Quels sont les leviers déjà sur lesquels l'UED entend manœuvrer pour pouvoir espérer qu'à court ou à moyen terme, qu'il y ait déjà de petits fruits pour la grande vision? Voilà. L'UED, de toute façon, est une association, c'est une ONG, et qui apporte sa petite contribution, en fait, à la réflexion. C'est d'abord la réflexion, ce qui nous concerne. Parce qu'il ne faudra pas qu'on l'oublie. Le monde n'a jamais été transformé que par des groupes de gens qui ont réfléchi. Ça n'a jamais été quelque chose qui est arrivé, voilà, in fine, comme ça. Non. Ça a toujours été une réflexion de base. Et je crois que la façon dont notre développement se fait aujourd'hui, on sent très bien que nous n'avons pas une réflexion concertée du développement chez nous. Donc, il faut déjà que nous nous posions ces vraies questions-là, n'est-ce pas? Où est-ce que nous voulons aller collectivement? Déjà, notre nation. Avons-nous d'abord une nation? Nous sommes des restes de ce que l'Empire colonial a laissé. Et donc, du nord au sud, comment est-ce que nous intégrons? Ce n'est pas pour rien que, n'est-ce pas, la devise de notre pays, c'est quand même, il y a la fraternité là-dedans. La fraternité, parce que les gens se sont rendus compte qu'il faut qu'on bâtisse cette fraternité-là entre le Yoruba, le Fon, le Dindi, en tout ce que la colonisation, en tout ce que la période, n'est-ce pas, de l'esclavagisme, n'est-ce pas, a entraîné chez nous. Les rancœurs qui sont là, dont nous ne parlons même pas, mais qui sont là, enfouis dans chacun de nous, et par lesquels nous voulons nous développer, si nous ne sommes pas assez clairs par rapport à tout ceci, il n'y a pas de développement. Alors la fraternité, aujourd'hui, comment vous l'observez? La fraternité, pour nous, c'est faire en sorte que les uns et les autres comprennent d'où nous venons. Les jeunes aujourd'hui, par exemple, quelle histoire on leur apprend? Est-ce qu'ils ont la vraie histoire du Bénin? On parle, par exemple, quand on parle de la colonisation, on parle de la résistance. Mais on connaît des peuples dans ce pays qui étaient bien contents que le blanc soit venu. Parce qu'ils n'étaient pas contents là où ils étaient, avec leurs voisins. Donc on choisit la résistance. Mais il y a beaucoup d'autres choses à choisir, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'on doit revisiter, n'est-ce pas, ce patrimoine à nous et notre histoire. Et c'est ça qui va nous donner justement ces valeurs-là de notre société. Et c'est par rapport à ça que nous avons envisagé ensemble, n'est-ce pas, ce développement. Où allons-nous? Est-ce que c'est juste importer le développement que les autres ont fait? Vous avez parlé tantôt de Singapour. Nous avons des chiffres qui sont là, n'est-ce pas? Ces dragons et autres tigres de l'Asie du Sud-Est, n'est-ce pas? Il y a 20, 30, 40 ans,
étaient pratiquement au même niveau que nous autres. D'où vient qu'aujourd'hui, ils ont émergé et nous parlons toujours d'émergence. Et nous traitons les mêmes problèmes. Mais quand on va questionner la façon dont ces gens-là se sont développés, les ingrédients sont très simples. À partir de la base, à partir de leur culture, à partir de leur histoire, qui sont compris, n'est-ce pas? Et donc, je crois que nos jeunes doivent être justement, ils doivent désormais être dans cette sorte de mouvance, nous connaître mieux. Et si nous nous connaissons, nous allons justement connaître où est-ce que nous allons. Et comme développement, qu'est-ce que nous souhaitons? Le développement, ce n'est pas l'aide à gauche, à droite qui arrive dans un pays. C'est beaucoup de choses qui viennent de la base. Beaucoup de choses qu'on a nous-mêmes. Vous voyez, un ami italien a voyagé ici au Bénin, du sud au nord, il n'a vu que de la verdure. Et en quittant, il s'est dit, mais pourquoi ces gens-là disent qu'ils sont pauvres? Ça signifie que nous n'avons certainement pas encore bien travaillé, n'est-ce pas, sur notre compréhension du développement, et surtout nous n'avons pas mis les mécanismes en place pour y aller. Et nous, à l'IED, on pense qu'il faut à un moment donné prendre le temps de cette réflexion. Donc, pour revenir à votre question, oui, nous avons des propositions qui ont été faites. Nous avons toute une synthèse. Monsieur Kodja va certainement nous les lire. On reviendra sur les synthèses et les conclusions. Oui. Mais le travail que vous êtes en train de faire, il faut l'avouer, reste formidable. Parce qu'il faut partir à partir de l'existant. Et ça, nos États manquent souvent de le faire. Et qu'il y ait des intellectuels pour déjà booster la réflexion, c'est heureux. Parce que c'est ce qui manque. Mais là-dessus, il est toujours souvent dit du Bénin que c'est un laboratoire de réflexion, de bonne réflexion, qui sert souvent à d'autres nations. Et le pays reste toujours là où il est. Ça ne bouge pratiquement pas. Alors, quel sera l'apport pour ce qui est actuellement en train d'être fait, pour ne pas ressembler à tous les efforts qui ont été fournis de par le passé et qui poussent même certains intellectuels à dire, ben, décidément, pour mon pays. Dandinou, M. Dandinou disait tout à l'heure qu'il ne faut pas être désolé, mais il y en a qui le sont. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer, c'est bien pour cela que lorsque nous avons commencé cette initiative de l'UED depuis 2005, comme je vous disais, bon, beaucoup de gens ne nous prédisaient pas un avenir au-delà de 2 ou 3 ans. Et vous êtes là. Et nous sommes là. Parce que vous y croyez. 13 ans après, on y croit. Et nous voulons inviter les gens à y croire avec nous. Et notre présence sur ce plateau s'explique, entre autres, par notre volonté de sortir nos idées du laboratoire de l'UED et de les exposer désormais au grand public, même si la synthèse, en priorité, est remise aux dirigeants du pays. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué un certain immobilisme. Tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. À l'UED, nous avons dit, il ne faut pas tous rester dans l'obscurité et se plaindre. Allumons une bougie. Et c'est ce que nous essayons de faire. Attirer l'attention des gens sur la nécessité de faire quelque chose. Faire quoi? Mais associer des personnalités du monde universitaire, du monde économique, des personnes ressources de notre pays, les associer à la réflexion et ensuite, par, disons, le truchement des médias, et nous vous remercions pour l'occasion que vous nous en offrez et que vous nous en offrirez, à attirer l'attention des uns et des autres sur ce que nous pouvons faire ensemble. L'une des difficultés que nous avons, que tout le monde remarque, c'est le vivre ensemble des Béninois. Il nous questionne au quotidien. Et comme il l'a dit, on sait très bien que cela remonte à des temps immémoriaux. Mais pour autant, devrions-nous nous croiser les bras et dire les choses sont telles qu'elles sont, elles ne doivent pas bouger? Non. Nous sommes un certain nombre, et bien au-delà de l'UED, vous devinez bien, de Béninois qui pensent qu'il y a de l'espoir et qu'il y a encore des choses qui sont faisables pour que nous examinions de façon différente les schémas selon lesquels nous avons fonctionné jusqu'ici. Pierre Dandinou, l'UED a ceci d'original, que ce sont des gens d'un certain âge qui croient en une conviction et qui travaillent pour. Mais au-delà de ce paramètre,
l'UED reste, somme toute, une ONG. Et le constat est que, chemin faisant, 13 ans, ce n'est pas peu, c'est sûr. Mais de là à préparer la relève, il n'y a aussi qu'un pas. Et lorsque les ONG, d'habitude, changent de main, la vision commence par péricliter. À votre niveau, quel est le travail qui est en train d'être fait, d'abord, pour perpétuer ce qui est aujourd'hui considéré comme un acquis, mais surtout parvenir au but ultime? Je vous remercie pour cette question très, très importante. Nous y réfléchissons. Nous avons décidé justement de faire en sorte qu'un tiers des participants de l'UED, n'est-ce pas, soit de la jeunesse, proviennent n'est-ce pas, du monde des jeunes, en fait. Parce que nous estimons que les idées que nous développons, le réseautage, parce que l'UED, ce n'est pas seulement les idées, c'est le réseautage, c'est le networking des gens qui se connaissent, n'est-ce pas? Et donc que les jeunes soient déjà dans cette ambiance-là. Et donc désormais, nous voulons en plein, ils doivent y être. D'abord, ils ont participé pour cette UED-là et c'était très intéressant. Mais au-delà de ça, et vous voyez, la question que vous posez, la question de la pérennité, n'est-ce pas, de ce que nous avons entrepris il y a 13 ans, pour dire ceci que, en fait, moi, ça me rappelle un peu Frantz Fanon, dit que toute génération, n'est-ce pas, dans une certaine opacité, découvrira sa mission, la remplira ou ne la remplira pas. Nous pensons que nous devons nous compter davantage sur les jeunes, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons des amitiés, n'est-ce pas, au niveau de dirigeants, au niveau de la société civile, oui. Et donc, ce que nous essayons de faire, peut-être, c'est au-delà, n'est-ce pas, d'envoyer nos recommandations au gouvernement, c'est peut-être nous ouvrir à d'autres. Parce que la question me ramène toujours à ce que j'ai vu ailleurs. Comment est-ce que ce genre d'association fonctionne, en fait? On peut les appeler les think tanks dans certains pays. C'est souvent des associations pour lesquelles on commet des études spécialisées. Si on prend un exemple, on aurait pu dire, bon voilà, je vois, il y a 2 ou 3 ans, nous avions commis une étude sur, par exemple, le franc CFA. Nous avions déjà travaillé sur le franc CFA, par exemple, dans ce pays. Personne ne nous a demandé ce travail-là. Dans la plupart des pays, surtout occidentaux, ce qui se fait, ce sont les gouvernements, par exemple, qui peuvent commanditer un travail, n'est-ce pas, une réflexion dans tel sens. Cela permet justement d'en discuter et justement de prendre des dispositions, n'est-ce pas, pour agir. C'est comme ça que ça se passe. Dans notre cas aujourd'hui, bon, c'est vrai, les dépenses, c'est nous-mêmes, puisque nous croyons à ce que nous faisons et nous pensons, si vous voulez, avoir de plus en plus de personnes qui croient à ce que nous faisons. C'est difficile. Mais en même temps, comme il a dit, d'ailleurs, je me rappelle, un de nos amis a toujours dit, bon, ben, l'UED, ça doit être un peu comme la chanson qu'on chantait ici pendant la Révolution. Il a dit que si on n'est que 2, on fera, n'est-ce pas, Missou Féchan, mais là, ouais, des histoires comme ça. Donc, c'est ça l'idée, c'est la conviction, je crois. Et donc, la réponse à votre question est assez complexe. C'est-à-dire, nous croyons à l'avenir, nous croyons aux jeunes, mais nous pensons aussi que nous devrions certainement élargir notre cercle, n'est-ce pas, de réflexion et d'action. Et nous sommes ouverts, justement, à discuter avec d'autres partenaires possibles. Mais en fait, l'autre chose de l'UED, c'est que, autant c'est un creuset de réflexion, autant les gens qui viennent à l'UED individuellement peuvent entreprendre des choses. Nous avons des amis qui entreprennent. Nous avons des amis qui viennent même de l'extérieur et maintenant ils ont commencé à faire des discussions, en fait, des conversations dans leur village. Parler des problèmes de développement. Et ils le font pour tout un week-end et ils repartent. Promotion de l'excellence, en faire un véritable levier de développement, cela ne saurait porter de fruits sans l'onction des acteurs politiques. Et le constat, depuis les années 60 à ce jour, a pratiquement été le même. Quand bien même la volonté y est, en tout cas à travers les engagements, dans les faits, il est constamment reproché aux dirigeants de ne pas savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un goulot d'étranglement pour l'UED, non? Exact. Non, vous posez aussi un problème très qui est là, on est à réfléchir. Notre problème, c'est la propension de notre société à n'être que politique. Il paraît que c'est très enraciné. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui a quand même assez bougé quand même, au niveau de l'Afrique, 54 pays, je suis allé dans au moins 49 pays africains. Et je suis un peu ces pays-là, un peu comme le Rwanda, le Botswana, Maurice, Cap-Vert, Kenya. On voit que les ingrédients
tout est politique de toute façon. Mais à un moment donné, il faut une vision. Il faut une vision qui soit partagée. Et je me raconte, il y a des pays où justement la vision partagée du développement est même associée à la loi fondamentale du pays. Ça veut dire que vous pouvez être de n'importe quel bord, si vous arrivez, vous appliquez ce qui est attaché à la loi fondamentale. C'est-à-dire que vous ne faites pas table rase du passé. Donc je crois qu'il y a ça que nous pensons qu'on devrait faire, cette vision qui doit être partagée. Parce que le développement, la transformation, ce n'est pas quelque chose que vous décrétez et vous venez apporter à quelqu'un, à un pays. C'est les populations qui doivent se développer. On ne développe pas, dit qu'ils est beau. On ne développe pas, oui. On se développe. Donc je crois que c'est ça. Et ça doit partir de nos communautés de base. Tout le monde parle du Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas une décision qu'on prend de haut en bas. C'est des décisions qui sont mûries à la base, avec un leadership exemplaire. Voyez. Et voilà, le Botswana, c'est pareil. Ils sont riches, mais ils ne font pas n'importe quoi. Donc, la politique, oui, mais pensons davantage maintenant à la transformation de notre société et donc le développement. Un développement qui est compris, une vision qui est partagée, des actions pour lesquelles tout le monde... Regardez les quartiers, regardez nos quartiers. Nos quartiers sont là où vous devez... Mais qui est responsable de ça? Les fossés partout, les mares partout, et chacun évite avec sa voiture, il rentre chez lui et s'enferme. Et le bien public, on ne sait plus qui. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devions quand même nous asseoir et dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi la brousse doit pousser, n'est-ce pas, un peu partout? Pourquoi on doit déféquer et pisser? Pourquoi? Nous avions des valeurs. Je crois qu'il y a un travail à faire, revenir vers ceci pour mieux comprendre où nous allons et que chacun de nous se sente responsable. Nous pensons que c'est ça qui manque. Kosciuszko Goya, comment faire pour que chaque Béninois se sente responsable de ce qui arrive? Et ensuite, quand ça se passe individuellement, collectivement, ça peut suivre. Aujourd'hui, quand on suit Pierre Dandjinou, c'est à croire que chacun vit dans son coin. Or, la société, elle reste une. Le thème de l'UED de l'année dernière, c'était le réarmement moral. C'est pour vous dire la nature de réflexion que nous menons. Nous nous sommes dit que c'était bien de parler d'éthique, parler d'économie, parler du franc CFA, il en parlait tout à l'heure. Mais à quoi servirait tout cela si nous n'agissions pas sur les individus dont le bonheur est recherché? Et un des constats qui était fait, c'est qu'il y avait un effort individuel intense, important à faire. Et nous avons donc discuté du thème du réarmement moral. Il a donné tout à l'heure l'exemple de gens qui vivent, se contentent de leur environnement immédiat, qui ne font rien du tout, qui laissent l'environnement dans l'état où ils se trouvent, et qui rentrent chez eux, et qui se plaignent, parce que tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. En réalité, et j'en parlais plus tôt, le formatage que nous avons est mauvais. Donc, il faut vraiment reformater notre disque dur. Le Rwanda est un bon exemple. Qui pour reformater? Mais nous-mêmes, qui pour travailler sur l'individu à part lui-même? Pensez que si vous êtes opposé à une idée, fondamentalement opposé à une idée, quelqu'un peut vous faire penser le contraire? Je ne crois pas. Il faut qu'on vous amène à comprendre. Et une fois que vous avez compris, vous adhérez mieux. Qui fait ça? L'indiscipline, il faudrait que j'en parle. Oui. L'indiscipline que nous observons partout et dans tous les domaines. Mais dans la rue, vous allez vous faire insulter par quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève pour des motifs complètement futiles. Vous vous êtes arrêté à un feu. Lui, il a estimé qu'il ne faut pas s'arrêter. Il passe et il vous insulte en passant. Quand on en arrive là, vous vous dites non, il y a du travail à faire en profondeur pour faire comprendre aux gens qu'on ne pourra pas penser au développement si de tels comportements se perpétuent dans notre société. Je ne suis pas sûr que... Personnellement, je ne suis pas allé à Kigali. Lui, il est allé souvent. Je ne suis pas sûr que les choses se passent comme ça dans la rue là-bas. Je ne suis pas sûr que les rues sont aussi sales là-bas.
je ne suis pas sûr que les usagers, lorsqu'ils ont affaire à la fonction publique, à l'administration, lorsqu'ils rentrent, ils sont mal reçus, ils sont toisés, ils sont mal à l'aise. Mais il paraît, Guy Koudia, que la meilleure façon d'éduquer un peuple, ça reste l'éducation par l'exemple. Et que c'est ce qui manquerait le plus au Bénin. Vous me démentirez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vous démentirai pas. Je suis d'accord avec vous que l'exemple doit venir de là-haut. La gouvernance par l'exemple a toujours été partout, disons, un signe qui, disons, favorise la bonne marche de la société telle que l'on souhaiterait qu'elle soit. Bien évidemment, si les comportements déviants que je décrivais tout à l'heure le sont de la part de personnes en uniforme, de la part de personnel, de personnes avec des voitures en plaque bleue, qu'est-ce que nous pouvons attendre du citoyen lambda? Mais rien du tout. Je pense que le discours que nous avons en ce moment est beaucoup plus accessible aux personnes auxquelles vous pensez qu'aux autres. Donc il y a un travail, effectivement, il y a un travail de fond à faire à ce niveau-là pour que la population suive, puisque nous avons un instinct, nous sommes des animaux, hein, nous avons un instinct grégaire. Quand vous regardez un troupeau, tout le monde suit le mouton de tête ou le bœuf qui est en tête. Pourquoi? Si dans la société, nous n'avons pas une élite éclairée qui a compris les enjeux du développement, qui sait où elle veut amener le peuple et qui a un comportement adéquat, qui est en rapport, en adéquation avec, disons, toutes les bonnes vertus qui sont prônées, évidemment, le développement pourra attendre encore longtemps. Le développement attendra longtemps. Or, il faut bien pouvoir suivre au pas le rythme des autres nations. Pierre Dandino, le problème du Bénin, à ce qu'il paraît, à vous d'apprécier, c'est encore ces intellectuels. Je crois que nous avons un chantier, sur ce que nous disons, nous avons un chantier historique et sociologique, en fait, qui nous attend, que nous avons obéré, n'est-ce pas, depuis nos indépendances. Nous n'avons pas su prendre la mesure de ce que nous sommes. J'ai toujours l'impression que nous avons fait des luttes d'indépendance, c'est bien. Mais avions-nous une idée claire de ce que nous voulions devenir, de notre développement? Avions-nous une conviction partagée de ce développement? Je crois qu'au niveau du Bénin, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui, qu'il y a ce travail à faire. Et donc, ce n'est pas inutile, mais c'est un travail à tous les niveaux. Et c'est un travail pérenne, ce n'est pas un travail de juste quelques années. C'est pas, comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Et donc, pour moi, c'est vrai, quand on discute avec les compatriotes, les gens sont pressés, ils veulent que ce soit déjà fait, ils veulent l'avoir, voilà. Mais tous les pays qui se sont développés, ça n'a jamais été une affaire de 10 ans, 15 ans. N'est-ce pas? Et donc, je reviens toujours sur ça. C'est-à-dire que notre chantier socio-politique, là, on doit penser à ça. Et donc, ça veut dire quoi? Nos formations. Nous formons des gens. Aujourd'hui, je crois que nous avons une présentation à l'UED, par exemple, où on sait très bien qu'il y a 100 000 étudiants à l'UAC. On sait très bien que ce n'était pas fait de tout construire pour 100 000 étudiants. On sait très bien que la moitié va sortir avec des diplômes, mais sans emploi, on le sait. Et on continue de le faire. Il faut changer. Voilà. En tout cas. Le baccalauréat, c'est devenu maintenant un symbole. On a le baccalauréat et on est heureux. C'est très bien. Mais on en a combien? Sur 10 bacheliers. On a combien qui font des séries, n'est-ce pas, qui doivent les amener vers des formations qui vont servir notre société? Vous voyez? Ça, c'est des débats qu'on doit mener. On doit pas. Aujourd'hui, on les tait, parce que même au niveau de l'université, quand vous en parlez, les gens savent, tout le monde voit le problème. Et je suis persuadé que le gouvernement aussi voit le problème. Quand est-ce qu'on va vraiment s'asseoir pour cette histoire
d'adéquation de la formation, n'est-ce pas, et de l'emploi. C'est crucial. Pour toutes ces raisons, il y en a qui disent que le Bénin, là où il en est aujourd'hui, qu'il faut un dialogue national pour ses fils. Moi, je crois que ce n'est pas la forme que ça va prendre, hein, mais moi, je sens qu'il faut... Les Anglais parlent de conversation. Il faut discuter sur la base de... Ou alors non, c'est-à-dire que ce soit partagé. Parce que si ce n'est pas partagé, c'est comme Deus Machina, ça va venir comme ça d'en haut, et puis voilà. Non. Tout se forme comme un château de sable. Voilà. Donc je crois que si on veut quelque chose de pérenne, de durable, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse, n'est-ce pas, l'économie de cette sorte de débat, mais ça doit être permanent. Par exemple, moi je suis dans un quartier où je ne vois pas de débat. Oh, c'est pas, on attend, dès qu'il y a un problème, on dit le chef de quartier, il est là ou il n'est pas là, c'est tout. Il signe les papiers, bon voilà, c'est tout. Mais le débat, c'est ce que va devenir justement le quartier, je ne sais pas. Mais c'est pas normal. Donc je me dis, c'est un travail à tous les niveaux. La formation, la conscientisation des uns et des autres, pour aller vers cette histoire de responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est responsable de quoi aujourd'hui? N'est-ce pas? Tout le monde pense à l'État. Mais c'est qui l'État? Et quel est cet individu qui paie des impôts, mais qui ne demande même pas ce qu'on fait avec son impôt, et qui vit comme ça dans la médiocratie? C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce que nous faisons ici, c'est à quand le développement? Alors, vos rêves pour ce Bénin, à long terme, c'est quoi? Ben, mon rêve à moi, c'est que nous puissions, à l'aune de ce que nous avons comme compétences. On a des compétences. Vous l'avez dit tout à l'heure, les autres nous regardent, ils nous disent de réfléchir. En fait, les gens ont déjà demandé à être membres de l'UED de l'extérieur. Il y a des gens qui ont pensé, n'est-ce pas, faire ce genre de choses. Quand vous allez venir ailleurs, bon, pour nous aider à faire ce genre de choses. C'est pour dire que oui, les gens pensent qu'on a des idées au Bénin. C'est la mise en œuvre. Notre problème, je crois, relève de très loin. La période coloniale. Les Béninois ont été formés pour le travail du colon, de l'administration. Ils continuent de se comporter comme tel. Voilà, et nos parents, je m'excuse de le dire, ils avaient raison. Nous ont tous éduqués comme ça. Tu dois avoir un diplôme pour t'asseoir dans la fonction publique. Et aujourd'hui, on parle très peu de l'entrepreneuriat, du secteur privé. Mais c'est pas normal. En fait, si vous voulez vous développer, bon, c'est pas l'État qui développe. L'État crée les conditions aussi bien juridiques, judiciaires, ce que vous voulez, pour attirer les gens. C'est son travail, un point trait. Mais le gros du travail doit être fait. Et nous devons essayer d'avoir un maillage, n'est-ce pas, de PME-PMI qui doit nous permettre justement de générer la société intermédiaire, c'est-à-dire les middle class, en fait, les gens de, voilà. Et c'est ça qui bâtit, c'est ça qui prouve qu'on se développe. Sur le thème du jour, si vous devez conclure pour nous. Sur le thème du jour, moi je crois qu'il ne faut pas être déprimé du tout. Le Bénin a des compétences, je crois. Il est question pour nous de mieux organiser ces compétences-là. Et donc de mieux organiser notre développement, comme je l'ai dit depuis, que la vision y soit et que nous soyons plus réalistes et que nous partagions cette vision-là. Donc, l'excellence, oui, mais ce n'est pas les diplômes qu'il s'agit. Merci beaucoup. Oui, Guy Kodia, pour votre conclusion. Oui, que nous soyons les uns et les autres beaucoup plus conscients de la nécessité de changer notre mode de fonctionnement en profondeur. Changer notre mode de fonctionnement, mais en profondeur. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, 100% Bénin prend fin. Et ce sera dans quelques secondes, mais avant de prendre congé de vous, cette citation du metteur en scène français, Irina Bouk. Avant donc de vous fausser complètement compagnie, l'excellence individuelle, toute remarquable qu'elle soit, est terriblement triste lorsqu'elle n'est pas valorisée et au mieux fédérée. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec le même entrain. Merci.